Bon, je pense qu'il est raisonnable que je suis le dernier de cette belle journée, comme en fait mes collaborations avec Catherine sont plutôt vers la fin de sa carrière. Et avec Olga, on a un peu l'honneur d'avoir co-signé ces derniers papiers. Effectivement, celui-ci, c'est son dernier papier en 2017, la première auteur. Et donc, je ne vais pas vous parler un peu de ce papier, mais surtout aussi de mes souvenirs de Catherine et ce qui me donne un peu l'occasion de parler un peu plus en général, vu que Catherine a un peu accompagné mon histoire à Meudon depuis ma première visite jusqu'à plus dernièrement. Donc, remonter un peu en 2003, qui était ma première visite à Meudon. Et comme j'ai dit, c'est l'année en fait, je l'ai connue. Et à l'époque, moi, j'étais un étudiant à l'université, à Cork, et j'avais planifié de faire mon Erasmus à Paris. Donc, comme j'avais suivi les cours de plasma astrophysique de mon prof Culeri, je suis allé chez lui en lui demandant s'il connaissait quelqu'un avec qui je pouvais collaborer à Paris dans le domaine de plasma. Et lui, alors, il m'a adressé à Marcovelli, qui était le coordinateur un peu du pôle plasma, de notre groupe plasma à Florence à l'époque. Et quand j'ai mentionné Paris, comme lui-même avait déjà passé une bonne période à Paris avec André et Roland, il m'a adressé à Simone Landi, qui venait de rentrer à Florence après une thèse à Meudon sous la direction de Filippo, qui donc a gentiment accordé de me proposer un sujet de stage sur les données cluster. Et comme il s'agissait des données cluster, c'est Milan qui m'a encadré. Et donc, là, me voilà à Meudon en 2003, sur la terrasse. C'est moi qui ai pris la photo, non? Et je pense que c'est Olga qui a pris la photo, oui, c'est ça. Et c'est une photo avec encore un film noir et blanc, donc développé à la main. Peut-être ici à Meudon, c'était parce que pour une période, j'ai même utilisé la chambre obscure, chambre noire. Bon, bref. OK. Et donc, pour faire un stage sur le choc avec cluster. Et pour contexte, bon, c'était la première année de thèse de Olga et Yanis à l'époque. Shadi avait était juste parti, je pense. Et Jean-Louis Bougeret était le directeur à l'époque. Et au début, je ne sais pas s'il se souvient, mais j'étais basé dans le bureau d'André, mais on ne se croisait pas beaucoup, parce que je pense qu'on a passé quelques semaines avant de se rencontrer, parce qu'André venait assez tôt le matin, et moi j'arrivais un peu tôt, parce que j'étais en Erasmus, et donc en Erasmus, on faisait la fête. C'est Yanis, c'est même en Meudon. Mais bon, j'ai beaucoup apprécié l'atmosphère ici à l'Observatoire, on jouait du volley. Et il y a Franco Valentini dans toutes ces photos parce que c'est des photos qu'il m'a filées. Je n'ai pas une obsession pour Franco. Mais c'est là, comme je disais, que je rencontrais Catherine. Et dans ma tête, elle est vraiment liée un peu à mon stage parce que c'était ma première expérience de physique, des plasmas spatiaux, première expérience avec un ordinateur, donc je faisais plein de bêtises, comme multiplié par 0 à la fin du calcul. Donc, non, encore pire, je faisais puissance 0, donc le résultat c'était 1, et c'était pas évident que c'était faux, mais c'était faux. Et donc, bon, bref. Mais on donnait périodiquement un peu de mise à jour de ce qu'on faisait dans notre stage. Je n'étais pas le seul stagiaire à l'époque. Et je me souviens que Catherine était toujours là, elle écoutait, même si c'était des séances un peu longues, elle était là, elle prenait des notes, elle nous posait des questions, et vraiment, ça me donnait l'idée. Et puis, elle faisait des commentaires très, très gentils. Comment tu as fait beaucoup de choses. Et moi, j'étais vraiment. Et donc, je pense que d'un côté, si après j'ai voulu continuer, c'est aussi grâce un peu à ses commentaires et son attitude qui a été très.
Très bon. Et donc, j'ai continué et finalement, je suis revenu en thèse, une partie de ma thèse en 2006-2007. Je n'ai pas trouvé des photos de Catherine à l'époque. Ça, c'est une photo des thésards de l'époque, plus ou moins, thésards et postdoc. Et là, on a commencé à faire une série de photos qui est devenue un peu typique avec la voiture de l'observatoire. Alors, je parle des photos de cette période, mais si je passe donc quand je suis revenu en postdoc avec des nouveaux mais c'est chez moi à la maison aussi. Ah, c'est peut-être chez toi, oui. C'est le papyrus avec Van Gogh et le café. Ok, donc c'est Arnaud. Ok, c'est Arnaud chez Olga avec un collier fait par ma mère sur la tête. Évidemment, on avait parlé des turbulences. Et donc, on a dû mettre à jour la photo de la voiture. Je pense que la voiture n'a plus bougé de là et que l'arbre lui est tombé. Oui. Ok, bon, on n'était pas là. Mais ok, mais je passe à 2009 parce qu'en 2009, on a entendu parler de l'observatoire en 68 ce matin, mais aussi en 2009. Vous vous souvenez qu'est-ce qu'il y a eu en 2009? Le mouvement pour la science, non? Oui, l'observatoire en loup. Et moi, j'étais là, j'ai pris plein de photos. J'ai pris cette photo-là que j'aime bien, avec le drapeau de l'observatoire. Bon, il y avait des contestations, c'était la manifestation sur la recherche. Je n'étais pas le seul, il y a des gens dans la salle qui étaient là. Et alors, quand je suis allé chercher dans ces photos, est-ce que Catherine était là? Est-ce qu'elle a participé un peu à la... Et avec sa façon élégante, elle était là, dans la foule. Je trouvais ça assez sympa, mais elle était avec son style. Et bon, je pense que ça, c'est peut-être tout. Je passe au papier. Et je vais essayer d'être vite. Alors, ceci dit, je n'ai pas vraiment collaboré avec Catherine jusqu'à 2014, donc après toutes les photos que je vous ai montrées. Et la raison de la première collaboration, c'est ce papier qui est sur les ondes Whistler, et en particulier leur possible rôle dans la régulation du flux de chaleur. Et une chose que Catherine avait, qu'elle avait des très belles bases de données. Elle arrivait à vraiment faire un triage des données et elle passait beaucoup de temps sur ça. Et donc, c'était après un plaisir de faire des études statistiques avec ces bases de données parce qu'elles étaient de bonne qualité. Et ici, par exemple, elle montrait des données filtrées avec des fluctuations qui sont en polarisation circulaire et polarisation droite, circulaire, en propagation parallèle, qui est vraiment, c'est ce qu'on entend des ondes Whistler. Donc, c'est identifié avec des ondes Whistler. Et une fois identifié ces ondes, elle cherchait un peu la source de ces ondes. Est-ce que ça pouvait être lié, par exemple, à une anisotropie température parce qu'on connaît qu'une anisotropie de température dans les électrons peut produire des ondes Whistler. Et aussi, à l'époque, il y avait beaucoup de travaux faits dans cet espace de paramètres bêta-anisotropie. Et ici, c'est un poster de Stuart Bale, SolarWind, à Saint-Malo. Et Catherine, apparemment, était très intéressée à ça. C'est la même figure que là. Et donc, elle a fait le même ici. Sauf que si vous regardez, ça n'explique pas vraiment, pardon. Ça, c'est des ions. Et là, c'est des électrons. C'est les ions, oui. C'est ça la différence. Oui. Oui. Donc, oui, il y a beaucoup moins de travaux sur les électrons. Donc, mais si on regarde les intervalles rouges, qui sont les intervalles qui contiennent les Whistler, il n'y avait pas un lien
clair avec l'anisotropie de température et le fait que le plasma soit près de ces lignes-là qui sont les celles d'instabilité. Et comme moi, de mon côté, j'ai beaucoup étudié ce partie-là, je me souviens un jour, j'ai discuté ça avec Catherine, et je lui ai suggéré, tu regardes le flux de chaleur et le même, la dispersion des points dans un plan bêta, flux de chaleur normalisé au flux de chaleur maximum, celui qu'on appelle de saturation. Et quand on fait ça, on a encore les lignes sont des seuils de l'instabilité du flux de chaleur qui est censé produire des Whistler. Et il paraît qu'il y avait un accord assez meilleur. Et c'est comme ça que je suis devenu co-auteur de ce papier, le premier avec Catherine. Mais j'avoue que ce n'était pas vraiment... Moi, je suggérais ça juste parce que j'avais vu quelque chose un peu comme ça dans la thèse de Stéphane, qui était déjà de Milan en même temps que moi, et qui avait étudié ce plan de paramètres en montrant que près de ces seuils d'instabilité, il y avait comme une sorte de frontière. Donc, si on prend cette image avec celle de Catherine qui suggère que près du seuil, il y a des Whistler, ça indique que probablement une partie du flux de chaleur du vent solaire est réglée par la scattering, par la diffusion par les ondes Whistler. Alors, une fois qu'on a collaboré sur ça, c'était un peu mon tour. Donc, voilà, avec Olga et Catherine, encore, on a pensé à une nouvelle étude qui était en fait une révisitation du papier qui a été mentionné aujourd'hui déjà. Ce sont les spectres qu'André et Catherine, c'est peut-être la fille d'André, a regardé dans la magnétogène. Et surtout, l'intérêt est en fait que si on regarde le champ magnétique, qui est ici à gauche, le spectre, il décroît plus rapidement que le spectre dans le champ électrique. Mais ces intervalles sont pris sur des intervalles, ces données sont prises sur des intervalles un peu longs et on vient de voir qu'il y a souvent des ondes Whistler qui perturbent les spectres et en fait on peut voir que cette bosse-là est un peu liée à l'activité des ondes Whistler et bref, en utilisant les outils que Catherine avait mis en place pour son étude des Whistler précédente, il était facile de séparer les spectres un par un selon qu'il y a une bosse ou pas dans le spectre du champ magnétique et surtout une polarisation circulaire qui est la signature des Whistler, donc les écarter, et le reste du spectre était bien plus lisse et pouvait être utilisé pour étudier le comportement du spectre du champ magnétique en rouge par rapport à celui du champ électrique. Et bref, André a déjà montré cette figure ce matin, mais ce qu'on voit, c'est compatible avec ce qu'on peut s'attendre basé sur une turbulence albénique, dans laquelle, à grande échelle, dans la partie MHD, le champ électrique se fait cross-B, et donc, comme c'est albénique, delta B, c'est de le même ordre que delta V, donc, juste en faisant l'approximation, delta B carré est du même ordre de delta E carré, le champ électrique, et donc on voit que les deux courbes sont assez proches dans la partie MHD, mais dès qu'on arrive aux échelles ioniques, c'est plutôt le terme de la MHD idéale, il devient moins important, B cross B tombe vers 0, et c'est le féol qui compte, J cross B, et si on fait l'hypothèse des vecteurs d'onde perpendiculaires, comme on vient de le dire, on peut réécrire ces termes comme vecteur d'onde K fois delta B, et donc on retrouve que le rapport delta E sur delta B doit augmenter linéairement avec le vecteur d'onde, ou si on fait une mesure en série temporelle avec la fréquence. C'est ce qu'on trouve. Mais donc ça colle bien avec cette interprétation,
les fluctuations, alors donc les fluctuations sont dominées par le champ électrique, la puissance de le champ électrique à petite échelle, mais ça ne veut pas dire qu'à ces échelles-là, les fluctuations sont encore électrostatiques. Elles sont bien électromagnétiques avec un rapport delta E sur delta B qui est celui prévu si les vecteurs d'onde sont perpendiculaires. Et c'est donc dans l'étude suivante, qui est le dernier papier de Catherine, et c'est juste un papier avec moi et Olga, elle a regardé si il y avait une façon vraiment d'établir si les vecteurs d'onde sont plutôt perpendiculaires dans la turbulence. Et là, on revient donc au vent solaire. L'étude précédente, c'était la magnétogène. Elle avait encore une fois une belle base de données grâce au spectre de Staff qu'elle avait nettoyé et amélioré dans le temps. On a utilisé cela aussi. Et bon, en étudiant ces spectres, il est possible de démontrer en fait qu'en prenant le rapport entre la puissance dans les deux directions perpendiculaires, que les vecteurs d'onde sont en effet plus importants dans la direction perpendiculaire. Donc, il s'agit de structures dans la turbulence à ces échelles-là, qui sont des échelles subioniques, plutôt orthogonales au champ magnétique. Donc, on va vivre avec des structures qui soit ne propagent pas, soit elles propagent avec des vecteurs d'onde très obliques. Mais en utilisant la même base de données, on peut aussi étudier donc les rapports entre la puissance le long des fluctuations le long du champ magnétique et celle parallèle. C'est ce qu'on appelle la compressibilité magnétique. Et si on fait ça, ça nous donne la possibilité de comprendre quelque chose de plus sur la nature des mondes, le type d'onde le type de monde qui compose la turbulence. Et une chose qu'elle avait trouvée, qu'il y avait donc que le rapport de compressibilité parallèle super, il augmente le long de en venant d'échelle range la partie inertielle de la cascade, et puis aux échelles subdoniques, il y a comme une sorte de plateau, un peu plus clair là, en moyennant les spectres, et que la distribution des spectres, de ce plateau dans les spectres, il suit le bêta du plasma. Donc, c'était tous les résultats qu'elle a dans ce papier, qui est le dernier de Catherine. Et pour étudier tout cela un peu plus en détail, et ça, je pense que c'est vraiment le dernier papier co-signé par Catherine en 2020, on a toujours avec Olga, moi-même et Petre aussi, et les autres collaborateurs avec qui on faisait des simulations, on a fait une étude pour comparer les belles spectres des clusters de Catherine avec les spectres des simulations. En fonction du bêta, et on peut voir encore une fois que selon le bêta, le spectre parallèle, des fluctuations parallèles en rouge, celui des fluctuations perpendiculaires en bleu, il devient de plus en plus de même amplitude. Et la même chose, on l'observe dans les simulations. Donc, en sélectionnant la gamme de fréquences qui est comparable dans les deux, qui est la partie jaune, on a regardé un peu plus en détail comment la compressibilité magnétique, le rapport dans ce cas delta B parallèle par rapport au delta B total du spectre évolue en fonction de la fréquence selon le bêta. Et on voit que justement il y a ces plateaux déjà identifiés par Catherine et que ça augmente l'anisotropie entre parallèle et perpendiculaire, ça augmente jusqu'à presque isotropie pour des bêtas plus grands que 1. Et ça permet, bon, plus en détail, on peut montrer que c'est vraiment le bêta total qui compte. Et par exemple, si on arrive à avoir des intervalles qui ont le même bêta total, mais soit avec bêta proton plus grand que le bêta plus petit qu'un et bêta électron plus grand qu'un, soit le contraire, le deux donne lieu au même spectre de compressibilité. C'est-à-dire que le paramètre qui règle
l'évolution de la compressibilité magnétique, c'est vraiment le bêta total. Et en fait, ça correspond bien à cette formule-là, pour répondre à ce qui d'habitude est présenté comme le niveau de compressibilité par les ondes d'Albén cinétiques, mais en réalité, dans le cas des vecteurs d'ondes strictement perpendiculaires, c'est juste le rapport de compressibilité pour des structures à l'équilibre de pression. Donc, ce n'est pas nécessaire de faire l'hypothèse d'ondes, mais des structures. Et donc, juste pour terminer, ça c'est la dernière figure du papier, on a donc fait la comparaison entre les spectres de Catherine dans les données cluster, des staffs à haute fréquence et les simulations, et on peut retrouver bien que dans la même gamme des paramètres bêta, le même. Alors ici, les spectres sont coupés par la résolution des staffs, mais on connaît que si on utilise les Flatsgate pour continuer, ça commence très basse, la compressibilité elle augmente, chose qu'on voit ici. Et si on normalise cette prévision, on peut remettre les spectres tous ensemble, plus ou moins proches de 1, et qui semble donc indiquer qu'il s'agit de fluctuations avec des vecteurs d'ondes très obliques, peut-être qui ne se propagent pas, un équilibre de pression, même s'il y a des petites différences avec la théorie selon les bêta, et donc c'est pas encore tout. Mais voilà, c'est ce que... Et donc, comme il n'y en a pas de dépendance de nombre d'ondes dans cette formule, il n'y en a pas d'attachement à une onde particulière. C'est ça alors, que là, tu veux dire, non? ouais, pardon. Ça, il n'y a pas de vecteur d'onde dans la formule parce que ça, c'est le rapport du plateau. Oui, la valeur attendue. Et la formule d'avant? Non, c'est la page d'avant. Sur la page d'avant, il n'y en avait pas de dépendance de temps non plus. Non. Ben, il y a une dépendance en fonction des cas si tu mets l'angle de propagation. Voilà, c'est ça. S'il y a une onde, il y en a. Mais là, il y en a. Voilà, ben, disons oui. Le fait que. Ben, ça, c'est tout simplement ce que tu peux obtenir si tu prends l'équilibre des pressions et tu prends une balance entre les forces. Les pressions magnétiques J cross B et les gradients de pression. Et, bon, oui, c'est ça. Après, oui, donc, c'est vrai que, comme tu as dit, il y a un peu cette vision que la turbulence albénique devient une turbulence d'onde Alben cinétique à petite échelle, mais ce n'est pas clair si il s'agit vraiment d'ondes Alben cinétiques dans le sens linéaire des ondes, ou plutôt des fluctuations albéniques comme les sont dans la partie MHT, mais à très basse fréquence, parce qu'on sait que la fréquence est très basse. Et donc, est-ce qu'il s'agit de quelque chose d'un peu plus général qui est juste l'équilibre de pression? Et voilà, ouais, c'est ça. Donc, je pense, voilà, c'était le dernier papier qu'on a publié avec Catherine, et je pense qu'elle a plus, après, elle n'a plus signé des papiers là, depuis 2020. Merci, Nouvelle. Des questions, des commentaires? Est-ce que par hasard la partie haute fréquence, là dans tes dessins, ça pourrait pas être la transformée de Fourier des structures observées par Chadis? Alors oui, là surtout, c'est le niveau réagien. Si j'ai bien compris, c'est électrostatique avec des vecteurs d'onde plutôt parallèles aux... Voilà, oui, c'est vrai que tout ce que je décris et la comparaison avec les observations, ça s'arrête ici
d'IRS. Et après, c'est vrai que les structures, comme on le sait depuis votre papier magnétogène, c'est plutôt électrostatique. Et est-ce que donc, après, est-ce que... Je dis, tu les observes sur quelle fréquence tes structures? C'est au-delà de au-dessus d'un kHz. C'est 1 kHz. Je veux dire, c'est quand même plus haut que ça. Ouais. Après, le spectre magnétique chute rapidement. Et tandis que le spectre des champs électriques reste, et donc c'est compatible avec des choses électrostatiques. Mais c'est vrai que il semble, après il faut voir si c'est le bruit ou non, mais il semble y avoir un rapport entre B et E. Peut-être pas très bien. Non. J'ai montré dans les études TEMIS sur les fluctuations de champ électrique qu'en fait, ton champ magnétique qui se casse la gueule. Ouais, aussi parce qu'il y a le... Voilà, il y a plus de fluctuations magnétiques. Mais par contre, il y a une transition très claire dans le spectre de turbulence et du champ électrique entre ces échelles-là et puis plus loin. Le kilohertz, c'est plus loin. Ah oui, ok, kilohertz c'est là, oui. Ouais, voilà. Mais tu as, il diminue généralement, il diminue comme ça en 9-3, puis après tu vois des bandes, s'il y a des ondes acoustiques uniques, tu vois des bosses. Voilà, donc on arrive au-delà des... Au-delà de FCE. FCE, au-delà de FCE. Ouais. Avant FCE, ça commence à être électrostatique, mais c'est pas encore complètement. Oui, et donc la question est-ce que à ce ce point-là, la pente est juste la transformée Fourier des structures cohérentes? Oui, mais les structures cohérentes existent à plus haute fréquence. Oui, voilà, mais je pense que la question est sur les très hautes fréquences. Ouais. Ah, d'accord. Ouais. En gros, si je dis autrement, ce serait bien de faire une image complète en rajoutant quelques décades de plus en échelle. Ça a été fait. Voilà. Moins infini à plus infini. Moins infini, plus infini, c'est ça. Ça, c'est idéal. Mais est-ce qu'il est pareil, ton spectre général de champ électrique dans ta thèse? Je ne pense pas. Si, c'est comme ça? Si. Je voulais remercier tous les orateurs, encore une fois.